Salutations! Bienvenue dans ce tome 2 de notre saga. J'ai finalement pu acheter des fournitures afin de continuer notre récit. Donc où en étions-nous? Ah oui, c'est vrai. Après notre petite pause suite à notre premier combat, nous avons observé notre environnement. On pouvait voir facilement que ce monde était encore assez sauvage, car nous avons repéré des matériaux comme du fer ou encore différentes plantes facilement. Et on n'avait qu'à se servir, il n'y avait pas encore l'exploitation des hommes. Puis, nous nous sommes dirigés vers quelques bâtiments qui se sont avérés être les écuries du plateau. Et ce qu'on pouvait dire, c'est que la joie n'était pas le premier trait de caractère qu'on pouvait attribuer au propriétaire. La femme, tout d'abord, était certaine que ses chevaux allaient mourir à cause de la guerre, et elle nous priait d'en acheter un. Si c'était une stratégie de vente, elle était sacrément glauque. Quant à l'homme, il pestait contre les propriétaires de chevaux qui ne les faisaient pas ferrer. Il était tellement sûr de lui qu'il proposait d'offrir les fers si on lui prenait un canasson. Mais bon, nous on est d'arrivée, hein, il fallait gérer d'une main de maître notre bourse afin de payer tout le monde en temps et en heure, et surtout de pouvoir s'acheter à manger. Du coup on est parti en gardant en tête leurs propositions. Et si jamais on revenait, on saurait leur rappeler. On s'est dirigé vers le nord, à l'instinct, tout en trouvant quelques ressources sur la route. Et je dois dire qu'on a eu le nez sacrément fin. On est tombé sur une bourgade assez grande, Stromcap, que ça s'appelait. On a directement visité la taverne. Et on est assez rodé dans le métier hein, pour savoir que c'est là-bas qu'on trouverait quoi faire ensuite. On est tombé tout d'abord sur un informateur qui vendait des indications qui semblaient importantes pour comprendre la région. On a hésité, mais finalement on a appris une des informations. On n'était pas Crésus encore. Hein. Il nous a donné une carte du coin et il nous a marqué où on devait se rendre. Puis tant qu'à faire, on a aussi regardé le tableau des primes. On a pris quelques missions qui semblaient bien moins importantes, comme arrêter les agissements d'une certaine milice qui faisait du grabuge dans le coin, ou encore une troupe qui semait la discorde en attaquant des caravanes de marchands. Ça, c'était dans nos cordes. Ensuite, on a discuté avec quelques bougres qui étaient dans la taverne. La plupart semblaient perdus et cherchaient simplement à se faire enrôler. Mais bon, une bouche de plus à nourrir et à payer, c'était bien trop tôt pour nous. On a tiré notre Cohen jusqu'à l'alchimiste, qui était prête à former de façon rudimentaire un de chez nous. Frilin s'est directement collé à la tâche. Au marché, on a fait une bonne action en donnant un petit peu aux indigents. Ça permet de nettoyer notre morale et notre âme. Ensuite, la bourgmestre nous a mis au parfum des problèmes du coin. Des réfugiés qui fuyaient la guerre d'autres régions voulaient venir en ville. Et elle refusait d'en accueillir plus car elle disait que sa ville était déjà pleine. En gros, les habitants originaires de cette région et les réfugiés se tiraient la bourre. Et c'était devenu politique. On verra bien comment on pourra tirer notre épingle de ce jeu. Kenanor a souhaité lui apprendre un métier, car, je le cite, j'ai envie, et c'est tout. On n'a pas trop eu envie de le contredire, comme souvent. Hein. Il est donc allé voir le forgeron, qui lui a appris à se servir de la forge et de l'enclume. Et il allait devoir sacrément bosser, car vu la tête de ses premières créations, on n'était pas prêt de gagner de l'argent avec, ni même aucun combat. La nuit était tombée, depuis un petit moment, et on a donc décidé de monter le camp à proximité de la ville. Cela nous offrirait une défense certaine. On a monté l'atelier et Kalanor, qui connaissait déjà le métier d'avant, s'est mise à l'œuvre. Elle a fait quelques outils de pêche. Ça peut toujours servir et vu le prix de la bouffe ici, autant la chercher nous-mêmes. Puis enfin, on a fait la popote pour ensuite se coucher et reprendre des forces avec notre première nuit dans cette région qui me paraissait pas tellement accueillante, finalement.
Dès le lendemain, on s'est dirigé au nord en suivant les indications pour réaliser nos tâches qui, on l'espérait, nous rapporteraient nos premiers deniers. Franchement, on a croisé d'autres compagnies et je dois dire qu'elles étaient sacrément nombreuses. Elles essayaient pour la plupart de vendre leur camelote. Mais on a préféré faire comme d'habitude et récupérer nous-mêmes quelques ressources sur le chemin, même si cela nous faisait perdre un petit peu de temps. Puis finalement, au loin, on a enfin aperçu Millie la déserteuse avec sa bande qui, je dois dire, était peu reluisante. On s'est approché discrètement et on a réussi à les attaquer par surprise. Bah quoi, on est là pour survivre nous, hein, ni plus ni moins. Hein. Et on n'a pas trop fait dans la dentelle. Chacun a fait ce qu'il sait faire de mieux et on les a terrassés. Pas contre eux, hein, mais encore une fois, il faut bien survivre. Puis bon, apparemment, ce n'était pas une bande très recommandable. On a récupéré un peu d'argent, un joli marteau de bonne facture qui semblait bien solide pour le combat. On a décidé de pousser jusqu'à un avant-poste à l'est. Sur place, on est tombé sur le capitaine Rovand. Il avait un cas de conscience à nous soumettre. Des brigands s'étaient retranchés dans une grotte juste à côté. Ils étaient bien armés et il avait besoin de nous pour les déloger. Il assurait qu'on aurait une bonne rétribution pour ça. J'ai directement vu Frilin foncer le nez. Ça allait être notre premier vrai choix qui allait impacter notre morale et surtout notre conscience. Les soldats du capitaine avaient une vraie haine pour les brigands. On s'en est rendu compte en discutant avec eux. Mais quelque chose nous disait à nous autres que ce n'était pas aussi simple. Rannick était énervé. Et vraiment, alors il s'est proposé de faire un peu de bois. Il serrait la hache à s'en faire craquer les articulations. Il dégommait les bûches et les fendait en deux comme personne. Je ne sais pas trop où allait nous mener cette histoire, mais ça semblait vraiment important. On le sentait. On a monté le campement avant d'aller parler aux gars retranchés, on était exténués. Kalanor a fait un peu de bricolage avant de manger. On s'est aussi réunis, comme on le fait parfois, afin de prendre de grandes décisions pour le groupe. Là, par exemple, on a décidé de se rationner pour taper moins fort et moins vite dans nos réserves de nourriture. On a aussi décidé de se payer un petit peu moins. Et cela permettrait d'avoir une sorte de caisse commune pour acheter tout ce qui était équipement pour tout le monde. Par exemple des remèdes, les matériaux de réparation de nos armures et d'autres équipements qui serviraient tout le groupe. Lors de ces réunions, il y avait une atmosphère chargée en tension et cela semblait positif. On pourrait croire qu'on décidait du destin politique d'un pays entier. On a ensuite décidé de manger pour aller enfin dormir. Je regardais avec attention mes compagnons et j'ai remarqué que Frilin et Kalanor semblaient déterminés. Elles avaient gagné en assurance et en expérience pour le peu qu'on était ici. On le voyait clairement à leur posture. Avant de partir, on a aussi proposé que Rannick hérite du marteau de guerre pris à Millie et ses fripouilles. Il semblait vraiment de bonne facture pour combattre. Kalanor a aussi changé sa dague. Je frissonnais d'avance pour nos ennemis. D'ailleurs, en parlant d'ennemis, on s'est dirigé directement vers la grotte des brigands. Aujourd'hui, allez nous pousser à prendre parti et tuer un groupe de personnes qui avaient peut-être des liens aussi forts que les nôtres. Sur place, on a trouvé des visages fatigués, mais malgré tout bien éveillés, malgré l'heure tardive. Leur chef, Bertram, a tout de suite compris que le capitaine nous avait chargé d'une mission punitive à leur encontre. Il a reconnu facilement les faits d'extorsion sur les paysans, même s'il disait que c'était pour survivre. On s'est regardés en coin les uns des autres, assez résignés. Il nous propose dans le même temps de nous payer le double du capitaine. Il essaye aussi un petit peu de jouer sur les mots en disant que nous ferions une bonne action en les aidant. Il ajoute que les paysans refusent de partager leurs vivres. Son bras droit, une femme aux traits tirés également, nous parle de son ancienne vie. La dernière de cette bande avoue ne pas aimer s'en prendre aux paysans, mais qu'ils sont responsables en ne souhaitant pas les aider.
On a demandé un peu de temps pour réfléchir. Kalanor a pris la parole une fois qu'on s'est regroupé. Je vous préviens, cette foutue situation fait partie de celles dont il n'y a pas de bonne réponse. Quoi qu'on choisisse, on fera du mal autour de nous. Ou alors, finalement, on abandonne. On se casse et on laisse cette merde derrière nous. On était tous d'accord pour continuer. On n'était pas venus ici pour rien. Après des échanges assez courts, on s'est mis d'accord pour se dire que même si les personnes d'ici étaient réellement mauvaises de ne pas tendre la main, ce n'était pas une raison pour Bertram et sa bande de les rançonner ou pire de les tuer. J'ai quand même jeté un bref coup d'œil à Friline, qui m'a rassuré d'un hochement de tête. Elle était partante avec cette décision. On s'est réunis en cercle et on s'est motivé. Pour la compagnie, pour la famille. Kalanor n'a pas voulu les prendre en traite. On a sorti nos armes, ils ont fait de même. J'ai reculé et le métal s'est exprimé. Bertram savait jouer de la dague empoisonnée comme peu de personnes. Il taillait à droite, à gauche, il roulait pour esquiver. C'était un vrai danseur. Kenanor s'est empressé de faire un grand moulinet pour frapper au torse un soldat. Il transpirait la force pure. Les ennemis retenaient leur souffle, on pouvait le ressentir, impressionné par notre guerrier à l'épée à deux mains. Kalanor, elle, a profité du tumulte pour se glisser dans le dos de Bertram et lui montrer ses propres dons d'assassin. Elle lui a tailladé le dos tout en l'empoisonnant. Le combat a continué un moment comme il avait commencé. Des échanges à l'aide d'armes empoisonnées surtout. Des coups d'une force magistrale. Et la caverne semblait ressentir la violence des coups portés. Pour montrer son mécontentement, elle tremblait. Des rochers, de temps à autre, se détachaient du plafond et venaient durement s'écraser au sol. Pour le moment, heureusement, sur personne. Friline a senti le vent tourner tout d'un coup. D'une roulade à droite, elle a pris la ligne sur Bertram. Elle a ajusté, vidé ses poumons et lâché la corde. Les vibrations se sont répercutées dans plusieurs échos dans toute la caverne. Le temps que Bertram découvre la hampe qui dépassait de son torse, il était déjà mort. Les filles ont voulu se repositionner afin d'aider Kenanor, qui était en mauvais état. Mais le feu nourri de leur archer les a poussés à se retrancher pour éviter les flèches mortelles. Seulement, un éboulis juste au-dessus d'elle est tombé à ce même moment. J'entends encore le bruit de la pierre sur leurs os qui semblaient craquer à la mort. Les deux se sont retrouvés directement hors combat. J'ai vu la mâchoire de Kenanor se serrer d'une force. Annick s'est avancé prudemment. Il respirait fort derrière son bouclier. Et tout d'un coup, il apparaît à gauche avec une facilité déconcertante. Puis il a pivoté de l'autre côté pour donner un coup de marteau dévastateur. La tête de son ennemi a explosé. Et alors, le temps qu'il essuie les restes de son adversaire de son visage afin de regarder autour de lui, le dernier avait fui. Je suis immédiatement sorti de ma cachette et j'ai aidé Rannick à installer un corps de fortune. On a allongé nos camarades près d'un feu. On les a pansés et bandé chacune de leurs blessures. On leur a donné également nos élixirs de guérison. On a attendu un moment que tout le monde récupère un peu. Au fur et à mesure qu'ils récupéraient, on a rapiécé également les armures. Niveau butin, on avait simplement récupéré la dague du chef. On avait payé un tribut bien plus lourd humainement au niveau du matériel. Et tout d'un coup, sans qu'on s'en rende compte, écrasé sous le poids de la fatigue, le capitaine Rovand, qui avait dû entendre les bruits de l'acier se déchaîner, porté par le vent, est venu dans la caverne. Il a valorisé notre choix pour le bien-être de la région. Et il nous a dit qu'il pensait qu'on était du côté du bien dorénavant. Il a tenu parole et il a donné la récompense en or promise de la bourgmestre. On est resté quand même quelque temps afin de reprendre assez de force. On était quand même très impacté. Une fois fait, on est retourné au camp de fortune du capitaine, mais il n'y avait plus personne. Alors encore une fois, on a profité des temps de dressés pour se reposer encore et encore. C'était pas rien hein, malgré tout. On avait failli y rester. On en a profité pour prendre une décision importante, une fois encore, afin de se redonner un peu de contenance. On s'est promis d'élucider ce qu'il se passait dans cette foutue région, afin de pouvoir prendre des décisions que nous estimions justes et rapidement. Nous allions créer des exploits qui seraient reconnus de tous. Je vais donc, pour ce tome 2, vous laisser ici, très cher lecteur. Dans cette énergie
positive qui semble nous galvaniser, électrique, même si nous sommes passés très proches de la catastrophe. Avoir frôlé la mort, la destruction de notre groupe, nous hante encore à chaque seconde. Mais c'est également ce qui nous pousse à continuer, ensemble, comme une compagnie. Oh non, comme une famille plutôt. Alors je vous dis à bientôt pour le tome 3.